Ce jour-là, le Zénith de Nantes est complet. Le concert débute dans moins d'1 heure et c'est déjà l'ambiance des grands soirs. On est venu en famille, on connaît toutes les chansons par cœur. L'enfant de toi, ça faisait longtemps que j'attendais. Ils sont 6000 à avoir payé en moyenne 42 € pour assister à la nouvelle tournée Star 80. Dans la salle, beaucoup de familles, plusieurs générations qui reprennent en chœur les succès des années 80. Le spectacle n'est pas encore commencé, mais le public semble déjà conquis. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Star 80. Star 80 est l'un des plus grands spectacles français. Sur scène, 17 artistes chantent en live leur plus grand succès. Une énorme machine. Qu'ils soient en coulisses ou sur scène, 160 personnes travaillent pour ce show. Et c'est un énorme succès populaire qui bat tous les records. Depuis 10 ans que le spectacle existe, il y a déjà eu 580 représentations dans toute l'Europe. Plus de 3 millions de spectateurs ont déjà vu sur scène les Star 80. Dans l'histoire du show business, on n'avait jamais vu une telle ferveur. Ce public qui chante, danse, applaudit à tout rompre, a fait de ce spectacle un véritable phénomène de société. Celui d'une tournée qui redonne vie à une décennie unique dans l'histoire de la musique. Les années 80, années fric pour les uns, années du kitsch assumé pour les autres. Mais surtout, c'est une période de bouleversement. Avec l'apparition des radios libres, du Walkman, du compact disque. On appelle ça un compact disque digital audio. Les Français se passionnent pour la musique. Et elle est partout. Dans les supermarchés comme à la télévision. On vient chercher un autocollant. Dans les bals populaires, les premiers disques jockeys enchaînent les numéros 1 du top 50. Ce classement des meilleures ventes va mettre sur orbite toute une nouvelle génération de stars. Ils ont en commun d'être jeunes, insouciants et surtout ivres de liberté. Leurs tubes vont devenir des standards 30 ans plus tard. 3 Jean-Pierre Madère. Image première. Grâce aux témoignages des artistes, retour sur les origines de cette tournée phénomène. Première. Un succès qui va bien au-delà de la simple nostalgie d'une époque. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ? Jean Schultes est le directeur musical de ce nouveau show créé pour les 10 années d'existence des Star 80. Ce spectacle phénomène est une énorme machine. Alors, il faut répéter encore et encore pour que tout soit parfait. Pour ne plus quitter cette scène qu'ils avaient retrouvée avec bonheur 10 ans plus tôt. Et vous savez, cette tournée, elle n'était rien de semblable à aujourd'hui, comme ça a commencé. Au départ, c'était mettre ensemble des gens qui étaient un petit peu abîmés. Il n'y avait pas grande tendresse pour nous. Et personne ne nous regardait d'un bon œil. Nous étions tous un peu déconnectés. On a été les premiers surpris de pouvoir avoir ce retour. C'était très étrange. Il n'y avait pas beaucoup d'amour pour nous. Retour aux origines de la tournée. Nous sommes en 2000. Tous ces artistes sont tombés dans l'oubli. Être 80 au début du millénaire, c'est loin d'être un compliment. À cette époque, Lio, Peter et Sloan, Image, Gold, Début de soirée n'ont plus de maison de disques. Alors, comme on dit dans le show business, ils cachetonnent. Pendant 2 jours, mais oui, c'est la foire aux célibataires. La plupart de ces artistes découvrent les galas organisés par les comités des fêtes, les animations de supermarchés et les foires en tout genre.
Ce sont les derniers à organiser des événements autour des vieilles gloires, comme on disait à l'époque. On faisait des boîtes de nuit à 3 h du matin, voilà. Je me souviens, un jour, j'étais assis à côté, je crois que c'était Christophe. Il m'a dit cette phrase merveilleuse. Je me demande ce que j'ai raté dans ma vie pour me retrouver là ce soir. En 2003, la télévision ouvre à nouveau ses plateaux aux stars des années 80. Des shows où l'on redécouvre celles et ceux que l'on avait oubliés un peu trop vite. Si on m'avait conseillé, j'aurais commis moins d'erreurs. Malgré les succès d'audience, la presse de l'époque n'est pas tendre avec ses plateaux. Les mots qui reviennent le plus souvent sont ringard et pathétique. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes, voyage, voyage, dans tout le royaume. C'est en 2006, au cours de l'une de ses émissions, que va naître l'idée de faire un spectacle qui réunirait les stars des années 80. Et c'était à l'époque un pari un peu fou. J'étais sceptique parce que c'est vrai qu'on avait fait quand même pas mal de spectacles un peu gratuits avant, où il y avait moyennement du monde. Donc je n'aurais jamais compris pourquoi les gens allaient payer pour venir nous voir en payant, puisqu'en gratuit, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ils étaient peu nombreux à croire au succès du spectacle lorsque les 4 premières dates ont été annoncées au Zénith de Paris. En fait, au début, il y avait peu d'artistes, parce que peu d'artistes ont cru à cette histoire, en tout cas les gens qui ont été appelés. J'étais sceptico-heureux. C'est-à-dire que je me disais que c'était une histoire folle, quoi. Franchement, de faire un zénith avec que des artistes des années 80, bah bon. Leur succès en 20 ans, ensemble, ils repartent faire la fête. Et quand on a vu le Zénith bourré, alors là, on s'est dit quand même, il se passe un truc là. Ça reste à la mode, ça reste à la mode, c'est indémodable ces chansons-là. Les 4 premières dates que l'on a faites, à mon grand étonnement, ont été un vrai succès. On était presque complet partout, ce qui est quand même assez étonnant. Et donc tout d'un coup, cette musique comme ça, qui était comme des vieilles photos jaunies, il y a eu un coup, on a tous pris un petit coup de lifting. Est-ce que vous êtes prêts pour le concert Star 80 ? Excellente soirée, à tout de suite, on y va, c'est parti ! À la suite du Zénith de Paris, c'est le début d'une tournée qui s'arrête lorsque la suivante reprend. En 2011, un nouveau producteur rejoint l'aventure. Claude Sindeki, que tout le monde appelle Coco. À moi. Appuyez sur le 3. Par contre, il faut appuyer sur le 3. Voilà. Avec lui, la tournée prend une autre dimension. C'est la fin des bandes orchestres et le retour des musiciens sur scène. C'était vide, il y a eu des moments donnés avec RFM Party 80 où on faisait des ventes à 50% parce qu'on remplissait pas les parterres qui étaient debout, etc. Mais on a appris de tout ça et fort de cette expérience, on a réussi à faire de ce caillou des années 2010 ce formidable diamant que l'on a aujourd'hui, quoi. Mais c'est une machine dans ma tête, la motive les secrètes. Avec le temps, la tournée devient gigantesque. Aujourd'hui, il faut une dizaine de semi-remorques pour transporter de ville en ville lumière, vidéo, son et décors. Alors Coco, évidemment, est arrivé avec évidemment un succès qui roulait déjà. Il a su le multiplier par 2. Et c'est vrai que Coco, sa force a été de mettre des moyens. Donc ça coûte très très cher. Je sais qu'on a des points morts qui sont très très hauts. Je pense aux alentours des 4-5 000 personnes. Personne gagne de l'argent. Nos faiblesses sont devenues des qualités aujourd'hui. Le côté 80, ouais, ça fait 80 d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, est devenu une vraie force. Quand on arrive dans ce métier, je crois, à changer les défauts en qualité, c'est là où on devient, en tout cas, quelque part, un peu culte. L'histoire de ces chanteurs qui retrouvent leur public par la magie d'une tournée va inspirer à Thomas Langman et Frédéric Forestier un film. Les années 80. Les années 80. Les vrais chanteurs des années 80.
Voilà, on les a contactés un par un. On parle de nous là, stars des années 80. Avec Émile et Images, Peter et Sloan, Début de soirée, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Lio, Cookie Lindler, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Masse, Gilbert Montagnier, etc., etc., etc. C'est super. Ouais, super, à part qu'il n'y a même pas mon nom. Mais si, là, regarde, etc. Et là encore, le succès est au rendez-vous. 1 800 000 spectateurs, rien qu'au cinéma, pour voir ces stars interpréter leur propre rôle. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le nouvel arsenal, du cœur était cher. Le monde y a longtemps, est fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant de la... Avec ce film, la tournée Star 80 va devenir cultissime, au point que la fiction va devenir réalité. Comme dans le film, la tournée Star 80 va remplir le Stade de France. On est arrivé à créer cette incroyable surprise d'être l'une des tournées live les plus populaires de France. Quand je vois les gens au Stade de France qui font la fête avec ces artistes des années 80, je les ai passés, j'aimais ces titres, hein, je les revendique aussi. Et ça prouve que ce qu'on a passé dans ces années-là, eh ben, ça perdure, quoi. Ce qui est fou, c'est que cette petite mélodie-là, ce qu'on a fait 33 ans avant, de voir une fille de 9-10 ans à côté d'une mamie de 70 ans chanter la même chanson avec la même ferveur. Les stars, c'est vraiment les chansons qui, elles, n'ont pas disparu. Nous, on a disparu un peu. Les chansons, jamais. Aujourd'hui, on va fêter les 10 ans et je crois qu'on est tous tout à fait conscients et de notre chance et de notre immense désir de partager ça avec un public qui ne nous a pas oubliés et qui nous fait l'immense honneur de faire la transmission, puisque on vient en famille nous voir. Les gens aiment chanter. Ils aiment chanter avec nous. On chante pour eux et avec eux. Et ça, c'est un truc, rien que d'en parler, j'ai des frissons. Pendant très longtemps, on nous a toujours dit bravo quand on sortait de scène. Et là, depuis quelques années, là, les gens, quand on sort de scène, nous disent merci. Et c'est une différence énorme. En 10 années d'existence, on a prédit maintes et maintes fois l'essoufflement de la tournée. Pourtant, à chaque fois, le public revient encore plus nombreux. Beaucoup ont même vu le concert plusieurs fois. C'est donc un immense succès qui, avec le temps, est devenu un phénomène. Et alors moi, je me suis beaucoup posé de questions dessus, mais ça vient, c'est quoi ce succès? Il vient d'où ce succès? C'est les dernières années où la musique était très franco-française, avec beaucoup de tubes écrits en français, que le français c'est intéressant parce que le grand-père, la maman et la petite fille de 12 ans peuvent chanter la même chanson ensemble. Et puis je crois qu'il y a aussi cette folie de ces années qui ont été des belles années pour notre pays. Et je crois que tout ça, c'est pas une nostalgie, c'est une envie de le revivre. Comment comprendre l'exceptionnel succès d'une telle tournée? La réponse est dans chacun des tableaux de ce show. Chaque chanson, chaque tube raconte une partie de l'histoire de cette décennie unique. Il redonne vie à un moment, à un épisode de ces années où tout a changé. Le show des Stars 80 se feuillette comme un vieux programme de télévision aux feuilles jaunies, où tout commence en 1979. Patrick Hernandez est né pour être vivant. À 65 ans, il se prépare à monter sur scène pour interpréter son tube mondial. Patrick Hernandez est un artiste singulier, puisqu'on ne connaît de lui qu'un seul morceau. Il est la preuve vivante qu'un tube peut faire une vie. C'est le seul tube de la tournée à être chanté en anglais.
Ce qui n'est pas forcément évident lorsque l'on sait que Patrick Hernandez a vu le jour en 1949 dans la banlieue de Paris. Quand j'étais adolescent, je me destinais au professorat d'anglais. Donc mes parents ont eu l'idée en 64 de m'envoyer passer ces 2 ans en Angleterre. Et c'est en Angleterre, à ce moment-là, que j'ai découvert un groupe qui s'appelait les Beatles. Avant la découverte des Beatles, ça ne m'intéressait strictement pas, la musique. J'ai commencé à travailler dans des groupes de banlieue. J'habitais dans la région parisienne à l'époque. Et j'ai fait mes premières armes donc, dans les MJC des alentours de Paris. J'ai obtenu un rendez-vous pour un casting pour la Maison Flèche qui, à l'époque, recherchait des jeunes talents, des jeunes chanteurs. Et ça a fonctionné puisque j'ai eu une proposition de contrat. Et ce contrat, je ne l'ai pas signé parce que j'ai rencontré, la veille de la signature, les membres d'un groupe de rock qui s'appelait Paris Palace Hotel. Et c'est au sein de ce groupe qu'en 73, j'écris la chanson Born to Be Alive et qui, malheureusement, ne sortira même pas puisqu'elle n'intéressera, à ce moment-là, elle n'intéressera personne. En 1978, Patrick Hernandez quitte le groupe et débute une carrière solo avec le producteur belge de Paris Palace Hotel. Et Born to Be Alive va avoir sa deuxième chance. Il m'annonce qu'il a envie que j'interprète cette chanson à la mode de la mode de l'époque, c'est-à-dire disco. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que pour moi, la musique disco est vraiment une musique au kilomètre que je déteste particulièrement. En cette fin des années 70, le disco, ce mouvement inspiré du funk et de la soul, connaît un énorme succès sur les pistes de danse du monde entier. Pourtant, à l'aube des années 80, le public semble avoir envie de nouveautés. Il me faut quand même un jour ou deux avant de me faire à l'idée que les choses peuvent se faire comme ça. D'ailleurs, il a un très bon argument. Il me dit, toi qui aimes la pop, tu aimes les Bee Gees. Et il me dit, voilà, je veux faire avec Born to Be Alive exactement ce travail. Prendre une chanson pop à l'origine et en faire une chanson dance, ou disco comme on disait à l'époque. Patrick Hernandez enregistre sa version disco de Born to Be Alive en Belgique. Il retourne en France pour faire le tour des maisons de disques qui toutes pensent qu'en 1979, le disco, c'est déjà du passé. Rien n'allait. Et la musique n'allait pas. Le titre était un pléonasme en anglais, ça ne se disait pas. J'ai même entendu une chose absolument admirable. Le nom de l'artiste Patrick Hernandez, ça fait bon espagnol. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'histoire. On va être obligé d'aller le sortir en Italie sur un petit label parce qu'en France, on a épuisé tout ce qu'on pouvait épuiser et qu'on s'est fait jeter de partout. Et donc le premier numéro 1 est décroché en Italie. Muni de cette bonne information, le producteur belge que j'avais à l'époque se dit « je fais la même chose en Belgique ». Re-numéro 1 en Belgique dans la foulée du numéro 1 italien. Donc à partir de ce moment-là, on a signé effectivement avec la maison CBS à l'époque. Le disque est quand même sorti dans pas loin de 30 pays. Il est arrivé numéro 1 dans la plupart de ces pays-là. Born to Be Alive est un tube planétaire. 50 disques d'or et presque 25 millions de singles vendus dans le monde. J'ai commencé la promotion de ce titre en janvier 79. Je l'ai fini au Chili en mai 81. Donc j'ai mangé du Born to Be Alive pendant presque 3 ans et je n'ai fait que ça. Tous les artistes de la tournée Star 80 ont vendu des disques. Beaucoup de disques. Patrick Hernandez est lui l'auteur d'un seul titre qui lui a fait toute une vie. C'est peut-être aussi une chanson qui a dévoré sa carrière d'artiste. On peut toujours essayer d'égaler ou de surpasser un tube, mais un standard, c'est terminé. Vous êtes dedans jusqu'au cou. Moi, ça ne me dérange pas d'être le responsable d'un standard et d'avoir effectivement encore aujourd'hui les retombées de ce magnifique travail qui a été fait à l'époque. Au début des années 80, les Français achètent tous des 45 tours. C'est l'un des seuls moyens individuels d'écouter de la musique.
Et il s'en vend beaucoup. Au journal télévisé, on célèbre cette industrie musicale en pleine santé. Voici le rappel des chiffres qu'il faut connaître lorsque l'on parle du marché du disque. Plus de 150 millions de disques et cassettes vendus en 1981, soit près de 3 phonogrammes par tête de Français. Ce sont les enfants du baby-boom qui achètent ces 45 tours, en moyenne 1,50 € chez les disquaires et depuis peu dans les hyper et supermarchés. Dans les années 80, je suis une ado, je vais au lycée et c'est vrai que j'achète beaucoup de disques. Parce qu'en fait, il n'y a pas tellement d'offres. Mais si on veut écouter un titre, il faut aller l'acheter. Parce que si tu dois attendre que la radio te le passe, il n'y avait pas, comme il y a maintenant sur certaines radios, des soirées thématiques, dansons, machin. Mais si tu avais envie de passer un bon moment, tu allais acheter un disque, tu le mettais sur ta chaîne IFI, et là, c'était garanti, tu l'avais immédiatement. On va acheter ces disques, et puis surtout, les disques, on les attend religieusement. C'est-à-dire qu'il y a le single qui sort, et on va l'acheter, on l'écoute 2000 fois, et après, on attend la sortie de l'album. Et là, la sortie de l'album, quand on va acheter un album, on marche, on va voir le disquaire et on demande le dernier album de David Bowie. Avant, c'était un geste, c'était tout un rituel et c'était vraiment très important. La jeunesse entretient un rapport passionné avec la musique. Elle est centrale puisqu'elle permet de construire son identité, de revendiquer ses passions et ses différences. On achetait facilement les disques parce que c'était vraiment un espace de loisir. Je pense qu'aujourd'hui, l'offre elle est tellement énorme pour les ados. La musique, c'est un loisir parmi tant d'autres. Je pense que dans les années 80, c'est un loisir, une passion qui prend beaucoup de place. Ce nouveau public est friand de nouveautés. Alors, à la télévision, on voit apparaître des programmes de variété consacrés aux jeunes talents de la chanson. Nous sommes en Belgique. L'animateur tend alors son micro à une jeune fille de 16 ans. Bonsoir Lio, et pourquoi Banana Split? Pourquoi ce titre? Banana Split, c'est une chanson érotique. C'est une chanson érotique, voilà. Vous voyez, il n'y a plus de jeunesse. Hein. Dans cette forêt de nouveautés, Lio va se faire remarquer avec son image de Lolita transgressive. Et elle tombe juste, car l'érotisme a le vent en poupe. Tous les samedis soirs, Coco Boy, le programme humoristique le plus populaire des années 80, se termine à une heure de grande écoute par un striptease. C'est d'ailleurs dans cette même émission que Lio part à la conquête de la France. C'est intelligent, qui a fait ça? Dans les semaines qui vont suivre, 2 millions d'exemplaires du 45 tours de Banana Split vont être vendus. C'est le début des années 80, le début des succès imprévus. C'est ce qui arrive à Lio, fille d'immigrés portugais, qui est arrivée à la musique par un heureux hasard au milieu des années 70 à Bruxelles. Mes parents travaillaient à ce qu'on appelait à l'époque la discothèque nationale de Belgique. Et j'allais coller des étiquettes sur des disques qu'on louait après. Et là, j'ai rencontré Jacques Duval, qui écrivait des chansons, alors qu'il devait aussi coller des étiquettes, mais il ne collait pas d'étiquettes, il écrivait des chansons en douce. On écoutait aussi les disques, et c'était l'époque de France Gall. Si, maman, si tu voyais ma vie. Et moi, j'adorais France Gall, et je passais mon temps à chanter Si Maman Si. Et lui, il a écouté ça, il lui a dit « Tu chantes bien, est-ce que tu veux chanter ?» Et bien sûr, j'ai dit oui. Et puis voilà, on m'a fait enregistrer à 16 ans ce premier 45 tours. J'étais clairement dans quelque chose de sexuel. Je savais que c'était quelque chose de sexuel. Enfin, ceci dit, la chantilly s'écroule en avalanche. Je ne l'avais pas vue aussi crue qu'une éjaculation. Alors, je le dis très net. Il faisait givre sur les montagnes blanches, nanana, on dirait que les choses se déclenchent, nanana, la chantilly s'écroule en avalanche, banana, banana, banana.
savez, à 16 et 17 ans, moi j'étais bravache, mais j'étais morte de trouille. Mais j'ai toujours joué la désinvolture, c'est-à-dire bien malin, celui qui aurait pu imaginer une chose pareille. Mais j'étais heureuse parce que c'était comme jouer à la poupée, grandeur nature. Dans la tournée des Stars 80, Lio est celle qui a marqué la décennie avec plusieurs tubes. D'autres ont eu seulement un seul succès. Parmi ces artistes qui ont fait carrière d'un seul titre, Jean Schultes. À genoux, j'en suis fou. Et si ça vous fait peur, dites-vous que sans moi vous n'êtes rien du tout. Tout pour rien, rien pour vous. Vous m'aimez, mais je joue. J'oublie tout. Confidence pour confidence, c'est toujours... Au début des années 80, ce pianiste surdoué travaille dans l'ombre des plus grands studios d'enregistrement de l'époque. J'étais l'arrangeur pour un album d'Hervé Christiani et on travaillait dans un studio qui s'appelle le Studio Gang. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Et puis, à une pause, je me suis mis à chanter en yaourt au piano. Tout seul, je pensais que j'étais tout seul. Et donc, à la fin de la séance avec Hervé Christiani, je vais pour m'en aller, on me dit « Le patron voudrait te voir dans son bureau ». Je vous ai entendu chanter dans le studio, je suis passé à la pause. Comme arrangeur, vous êtes nul, mais je vais vous produire un disque. Alors, évidemment, j'ai hurlé de rire, je lui ai dit « Non, attendez, soyons sérieux ». Et sur cet album, il y avait Confidence pour confidence. Le coup de génie de ce morceau vient au moment de l'écriture des paroles. Jean Schultes va alors utiliser sans le savoir une figure de style littéraire, l'anadiplose. À un moment donné, j'ai écrit « Je suis fou, fou de vous ». Et après, j'ai dit « Qu'est-ce que ça donne si je reprends toujours la dernière syllabe pour commencer la prochaine ?» Et c'est venu, on peut dire que la chanson s'est écrite un peu comme ça. C'est complètement fou, quoi. Vous l'aimez, confidence pour confidence, c'est moi que je m'attends de vous si vous voulez l'écarter. Le disque sort et pendant des mois, il ne se passe rien. Moi je me sens sentiment. J'étais en vacances dans le Lot-et-Garonne, dans un coin perdu, et même pas le téléphone. Et je vais chercher du pain au village. Et donc, je me retrouve avec la radio dans la voiture. J'arrive sur la place du village. Et là, j'entends, et encore en tête du hit-parade, Schultes. Ah, j'ai dit quand même, le salaud. Il est en tête du hit-parade, et en plus, il s'appelle presque comme moi. Et là, j'entends la chanson qui démarre à fond. Et je dis, mais c'est pas possible. Ça. Alors, je me précipite sur le téléphone à la poste. Et là, chez mon producteur au bout du fil qui dit « Mais où tu es ? Où tu es ? Ça fait 15 jours qu'on te cherche partout, on ne te trouve pas, t'es où ?» 256, 90, 20. En 1980, alors que Valéry Giscard d'Estaing est toujours président de la République, il n'y a que 4 grandes radios périphériques en France. RMC, France Inter, RTL et Europe 1. Elles diffusent sur les grandes ondes et font la pluie et le beau temps du monde musical français avec leur hit-parade. Alors, pour faire un tube, il vaut mieux être soutenu par une radio périphérique. Mais la jeunesse a envie de changement, voire de révolution. Dans la tournée Star 80, Patrick Coutin est l'une des figures de cette génération qui veut renverser la table. À l'époque, il a 25 ans et porte en lui les idéaux de mai 68. J'ai dû arriver à Paris en 1968. Je me suis fait prendre dans la première grosse manif. Donc ça a un peu chamboulé ma vie, tout ce truc-là. Je continue mes études, j'ai fait de la philo.
Et puis j'ai commencé à voir des fréquentations de gens qui étaient dans le rock'n'roll. Donc on commençait à voir arriver ces albums incroyables hein, qui ont façonné le rock. Et là, ça commençait à devenir une passion. Je cherchais du boulot, j'avais pas d'argent. Je suis passé devant chez Rock & Folk. Je suis devenu pigiste là-bas. Hein. Et en même temps, petit à petit, j'ai monté un groupe. C'est en allant interviewer Magma, je suis parti à Hérouville, qui était le grand studio du monde à l'époque. En même temps, j'ai interviewé Laurent Thibault, qui était le réalisateur de Magma, qui était aussi le propriétaire du studio. Et là, il nous a dit, si vous voulez, j'ai une journée de studio avant de commencer l'album d'Higelin. Eh ben, venez, on va vous enregistrer. Tu t'imagines, studio d'Hérouville, le piano d'Elton John, le paradis intégral, quoi. Je n'avais même pas besoin de fumer un joint pour être heureux, quoi. Nouveau coup de téléphone d'Higelin qui dit « Écoutez, je suis vraiment malade, je viendrai que dans une semaine. » Et finalement, de retard en retard, on a passé tout le mois là-bas. Et donc, on était là en studio, tous nos copains étaient sur la côte, ils commençaient à s'impatienter, ils m'appelaient, ils me disaient « Mais qu'est-ce que tu fous? La blonde de l'année dernière, elle t'attend, etc. » J'ai dit « Mais les gars, je peux pas, c'est la chance de ma vie. Je suis en studio à Hérouville. » Un matin, la frustration l'a emporté sur le plaisir d'être en studio et est sorti « J'aime regarder les filles ». C'est une chanson de frustration. C'est la chanson d'un mec qui aimerait bien être sur la plage et qui malheureusement est en train, il l'espère, de devenir une star et qui commence à se dire, peut-être la star c'est pas sûr, mais les filles cet été, c'est sûr, dans un mois c'est fini. Le disque sort le 21 mars 81, ce jour de mon anniversaire. Les grandes radios de l'époque étaient les grandes ondes, hein, RTL, Europe 1, etc. Commencent à le passer en trouvant que c'est intéressant, ça prépare l'été. Et puis, ils ont des coups de fil leur disant « Mais c'est quoi ce truc? Des poitrines gonflées par le désir de vivre, j'aime regarder les filles, vous avez pas honte, etc. » Donc, la maison de disques me dit « C'est dommage, les grandes ondes... » Ils aimaient bien, mais ils vont pas la passer, puis ils ont rien d'autre dans l'album. Bon, je me dis, c'est pas grave, c'est comme ça. Et là-dessus, élection présidentielle, Mitterrand passe, et les radios libres explosent. Et J'aime regarder les filles devient un tube de radio libre. François Mitterrand est élu président de la République. 10 mai 1981. Le candidat Mitterrand a été élu avec cette promesse d'autoriser les radios libres sur la bande FM. Le monopole des radios périphériques va être brisé en quelques semaines. Partout en France, on monte des antennes, on sort micro et platine disque des armoires et tout le monde devient animateur radio. C'est une véritable révolution. Avant Europe, RTL et France Inter, c'était en grandes ondes. Donc le son, c'était comme ça. Bonjour, c'est Gilbert. Et maintenant, c'est bonjour, c'est Gilbert. La FM, c'est ça. Ça a tout changé d'abord. À une époque, on imposait sur 3 périphériques les mêmes chanteurs. Clo-Clo, Sheila, Hardy. Il y avait 10 chanteurs qui squattaient. Joe Dassin, etc. Même s'il y avait des merveilles, on adorait. Mais ça restait le même microcosme. La bande FM a tout fait exploser. Ça a été la grande chance de notre époque. C'était ces radios libres qui passaient toute la musique qu'ils aimaient et qu'ils avaient envie de passer. Ils n'avaient pas d'ordre à recevoir des majors et tout. Sans se concerter, les radios libres vont marteler un morceau au titre évocateur. Chacun fait ce qui lui plaît. Ce titre, il a envahi la bande FM. Je me souviens, on allumait la radio dans la voiture et puis pouf, on l'entendait tout le temps. On change de station, pouf, il était là, il revient. Et vous êtes rentré comment? Dans ma voiture. Ah, il y avait toujours ma mère à la radio. Il y avait un son qui était vraiment nouveau, un son qui... À la fois, c'était extrêmement français, et à la fois, il y avait quand même des influences étrangères que l'on entend. Les gens ont ces manies. La plus écoutée de ces radios musicales s'est installée au beau milieu d'un quartier populaire. Elle émet depuis un 2 pièces cuisine, et elle s'appelle Énergie. Écoutez bien, c'est vraiment super. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage.
Énergie, ça a vraiment été, et je pense que c'est toujours une radio qui était totalement incontournable et qui a rendu très très vieille les autres stations type RTL ou Europe 1 qui ont pris quand même un sacré coup de vieux à l'apparition d'Énergie. Avec son succès, Énergie devient une fabrique à tubes. C'est la radio qui faisait la pluie et le beau temps. La radio Énergie, nous on présente aux gens, et puis c'est le public, c'est toujours le public qui décide d'ailleurs des succès, quoi. On peut vouloir passer un disque 10 fois, 50 fois. Si le public n'en veut pas, il faut être modeste et pas dire ça. En 1982, Énergie décide de diffuser le titre d'un jeune chanteur encore inconnu. C'est Dalida qui lui ouvre les portes des studios d'Énergie. Jean-Luc Lahaye va devenir le crooner des années 80. Femme, simplement je te dis que je t'aime. T'es comme un soleil qui brille dans les nuits. Je prends racine en toi. Jean-Luc Lahaye, c'est l'artiste total des années 80. Celui qui crée sa légende avec tous les codes de l'époque. Dans la presse, il n'hésite pas à raconter son enfance passée à l'assistance publique. Et cette image de voyou séducteur fonctionne. Appelle-moi Brando, dans le dernier tango, Il va vendre par millions ses singles comme Appelle-moi Brando flashback sur les quais. ou encore Papa Chanteur. Maman douceur, pleure pas, bébé bonheur. Il y aura aussi sa biographie Sans famille qui sera un joli succès d'édition. Et à la fin de la décennie, il aura même une émission de télévision Lahaye d'honneur. Une surexposition qui fascine et en même temps agace. Simplement je te dis que je t'aime. 30 ans plus tard, il reste un incontournable de la tournée des Stars 80. Sur scène, il reprend avec succès son rôle de voyou au grand cœur. En 1982, le vent de liberté des radios libres souffle également dans la télévision. Platine 45 va inventer une nouvelle forme de variété télévisée. Bonjour, c'est Platine 45, une nouvelle émission hebdomadaire qui aura donc... C'est une idée de Pierre Lescure, qui à l'époque était donc directeur des variétés d'Antenne 2. Lui, il a eu l'idée de Platine et moi de l'idée de 45. Il me dit ouais, c'est bien, Platine 45 parce que c'était des tubes. Et les tubes, c'était des singles, le 45 tours. Toutes les variétés françaises et internationales que nous aimons et que vous aimez, enfin j'espère. Il voulait pas que ce soit un hit parade, il voulait pas de classement, mais il voulait quand même que des hits dans l'émission. Et surtout, il voulait des clips maison, c'est-à-dire pas de clips de maison de disques, des clips réalisés par le réalisateur, voilà, qui s'appelait en l'occurrence Pat Le Guen. On avait quand même 4-5 heures pour réaliser un clip, c'était la seule émission qui permettait ça. Donc c'est vrai que l'émission était totalement innovante à l'époque. J'aime Roulieu des Églises. Mais j'aime que lui. Ah, c'est vrai ? Je voyais mes invités avant le tournage et j'écrivais des sketchs avec eux. Comme j'étais attaché de presse pendant 10 ans, je les connaissais tous, donc on travaillait ensemble. Mes invités, c'était mes copains. C'est beau l'amour. Et toi ? L'infirmière pleure. Moi j'ai eu l'idée, je lui ai dit Mylène, au fur et à mesure que les plateaux avancent, tu vas m'embrasser, on va te mettre du rouge à lèvres rouge, et elle l'a fait. Au dernier plateau, j'avais plein de rouge à lèvres partout, enfin c'était des trucs de fou, quoi. Ça va ? C'est les années 80, c'était la rigolade, une espèce de naïveté contrôlée quand même. On pourrait plus faire cette émission maintenant. Lio, qui vient de fêter ses 18 ans, va devenir la marraine de Platine 45. Dis donc, ça fait longtemps que t'as pas fait de disque. Oui. Combien de temps à peu près ? 10 mois. Oh, je sais pas, moi je dirais 1 an et demi. Oui, à peu près ça. J'adorais cette émission parce que je la trouvais fun, je trouvais qu'elle était esthétique, c'est-à-dire il faisait toujours un effort. Je voulais être marraine dans un décor de cinéma, c'était ça que j'avais envie de faire et donc c'était très chouette Platine.
Et Jackie, ça a tout de suite été un ami. De cette amitié entre l'animateur et la chanteuse va naître un 45 tours. Ok, je prends l'affaire. 20 millions par jour, plus la chambre. L'idée du duo, ça a été, je pense, au cours d'un repas, un peu arrosé. Et on a commencé à déconner, que ce serait super de faire un duo. Et à l'époque, elle vivait avec Alain Chamfort. Et Alain Chamfort a dit, mais si vous voulez faire un truc ensemble, faites une chanson. Moi, j'étais pas chanteur, tu vois, mais c'est pas grave. Donc il est venu avec comme ça, un matin, je me souviendrai toujours au piano. Et hop, il nous a joué le refrain de T'étais où. On a resté ensemble jusqu'à minuit et la chanson est sortie, comme ça. Et ça a bien fonctionné, d'ailleurs. On en a vendu pas mal, on a bien rigolé. Très rapidement, les radios libres vont recevoir chaque semaine des dizaines de singles. On recevait des tonnes de disques. On faisait une réunion d'écoute simplement. On n'avait pas le temps de tout écouter. On écoutait un couplet, un refrain. Si on écoutait davantage, c'était bon signe, quoi. Si l'on produit autant, c'est qu'un instrument change la donne, le synthétiseur. Il est resté expérimental pendant des années, mais au début des années 80, il fait une arrivée fracassante. À lui seul, il remplace la batterie, la basse et bientôt tous les autres instruments. Résultat, produire coûte beaucoup moins cher. Ces sons synthétiques font naître un nouveau genre musical, la New Wave. À la marge de cette nouvelle vague, c'est également le début des tubes improbables. Le 45 tours du générique d'une émission de gymnastique va être une des meilleures ventes de l'année 1982. C'est une période de création ouverte à tous. On produit beaucoup et de tout horizon. Même Bernard Tapie fera son 45 tours. Sans savoir pourquoi ni pour qui. Ah ouais, les disques sortaient, c'était une cadence infernale. Toutes les semaines, il y avait, je sais pas, 10, 12, 15 nouveautés. Des poules pondeuses. Alors c'était souvent un single, deux singles et ça s'arrêtait. Hein. C'était ce qu'on appelait les coups. Et on avait tellement peur de louper quelque chose qu'on signait un peu tout et n'importe quoi. En se disant peut-être que dans le lot, il y a un nouveau Renault qui va arriver, il y a un nouveau, je sais pas qui, je sais pas quoi. Il y a eu beaucoup de disques, il y a eu beaucoup de postulants et peu de gagnants à l'arrivée. Le champ des opportunités est ouvert et Jean-Pierre Savelli, chanteur discret, aura lui aussi sa chance. Il attend son heure depuis son arrivée à Paris dans les années 60. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai voulu tout de suite être chanteur, parce que j'étais pas compositeur. Vraiment grande chance pour moi, j'ai rencontré Michel Legrand. Donc je commence à rentrer dans le cinéma. En tant que chanteur, je double, je prête ma voix. Je doublais Jacques Perrin, La Voix du Prince. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, etc. Je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage. Je prêtais souvent ma voix à des produits publicitaires, je faisais beaucoup de pubs. J'ai prêté ma voix à des génériques de dessins animés où je mettais pas mon nom à cause de contrats. À ta rue, bord de Goldorak. Je chantais Goldorak. Après, je me suis appelé les Goldies. Moi, j'ai trouvé ce prénom comme ça. Mais après, il y a eu Albator. Puis après, il y a eu XOR. Sur la terre, il est comme toi et moi. Souvent, le 45 tours était acheté par les enfants, mais ils s'en foutaient un petit peu du chanteur, quoi. C'est mon métier, j'avais une voix un peu passe-partout et c'était sympa pour moi. Chantal Richard est elle aussi une choriste renommée. En plus d'accompagner les plus grandes stars, elle leur compose des titres à succès. Carlos m'a donné ma première chance de compositeur. Dans un album d'enfants, en 1982. Pour bien danser le square dance, c'est-à-dire la danse de l'Ouest, il faut... Ce qui a été formidable, c'est qu'avec l'argent que j'ai gagné de cette chanson qui a bien marché, puisqu'on a fait 300 000 albums à l'époque, le disque se vendait beaucoup, eh bien j'ai pu commencer à faire 3 titres de ma comédie musicale au studio du Palais des Congrès.
j'étais dans le studio A. Et dans le studio B, qui mixait son single, qui était produit par la patronne du studio, c'était Peter. C'est une rencontre d'artistes en studio. Ma productrice au Palais des Congrès me présente Chantal Richard. Et donc, voilà, je propose à Chantal, je lui dis, mais tiens, regarde, une petite maquette. Peter avait fait un titre, un slow très beau, Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Et ils ont dit quand même, on va pas faire quand même un instrumental en face B, c'est pas bien. Chantalou, t'as toujours ta guitare dans ta voiture, et t'as 2 heures, tu nous fais une face B, tu nous fais un truc rythmé, voilà. J'ai fait des paroles avec Marie Casanova, Besoin de rien, envie de toi, et puis on a sorti le 45 tours. Ce duo s'inscrit dans la veine des Sheila et Ringo, ou encore Stone et Chardin. La recette des grands succès des années 70 que l'on remet au goût du jour en 1984. Et pourquoi Peter et Sloan? Parce que Jean-Pierre et Chantal, c'était pas terrible. Peter et Sloan, ça sonne. Et c'est devenu Peter et Sloan. Et puis, voilà, quelqu'un d'Europe 1 a dit, mais démarrer avec un slow, on a mis Besoin de rien en face A. Grâce à quelqu'un d'Europe 1 qui a dit, pour l'été, c'est bien ça. Europe 1, c'est mal joué, ça marche, mais ça, pas que ça marche, ça cartonne. Au bout de 15 jours, on est devenu chouchou sur Europe 1. C'est-à-dire que ça passait 2 fois par jour. Et là, les ventes ont commencé au bout de 15 jours, 2000 ventes par jour de disques. Il faut te dire que cette pochette-là, c'est pas la première pochette. Il y a une pochette originale qui s'est vendue à 3000 exemplaires, où là, nous sommes de dos. Vu le succès, on a fait cette pochette-là. Et on s'est mis de face. Et on a dit, c'est nous qui chantons. Voilà. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Il y avait le brun, la blonde, et voilà, ils nous ont pris pour un vrai couple. Parce qu'il y avait les bisous. Moi, un jour en télé, je me rappellerai toujours, je fais un bisou à Chantal, je lui prends la main et tout, et le producteur m'a dit, ça, il faut garder pour les télés. Quand tu m'embrasses. Bon, c'était embêtant pour ma fiancée de l'époque, mais c'était pas grave, j'ai joué le jeu. Et puis c'est tout, et puis on l'a fait tranquillement. Après, on nous a mariés, divorcés, remariés, redivorcés. Et ça, c'était les journaux de l'époque. Besoin de rien, envie de toi sera le succès de l'été 84, mais le tube va prendre une autre dimension le 4 novembre de la même année. Canal+, la première chaîne à péage, émet pour la première fois. Elle lance le Top 50 qui va totalement ringardiser les hit-parades des radios périphériques. Le hit-parade, c'était fait quoi par les programmateurs radio qui avaient leurs préférences, peut-être les gens qui téléphonaient dans les stations de radio. Là, c'est Nielsen Ipsos qui organise des sondages, des relevés de vente de disques dans les magasins. Alors, il faut quand même savoir que ce n'était pas les sorties de caisse qui comptaient, c'était ce que commandaient les magasins, les précommandes des magasins pour établir le classement. Le 4 novembre 1984, naissance de Canal, du Top 50, et on annonce numéro 1, Peter et Sloan. Ça, c'est la surprise. Cette chanson, c'est le numéro 1 du Top 50. Musée de la variété. En fait, parce que cette semaine-là, eh bien, c'est eux qui ont vendu le plus de disques dans cet espace-temps-là. Tout Canal était un peu attristé quand même. Parce que pour eux, c'était pas possible que la France choisisse un duo populaire avec une chanson aussi populaire. Et on est resté 8 mois dans le Top 50, en tout. On descendait, on montait, on descendait, on montait. Le single va se vendre à 1 800 000 exemplaires. Moi, c'est pas ce que j'écouterais chez moi. Mais n'empêche que quand je l'entends à la radio ou à la télé, Dieu sait ce qu'on entend, je change pas de chaîne pour autant. Ils chantent juste, ils chantent bien, et la chanson est efficace. 3 décennies plus tard, c'est devenu un titre emblématique des années 80. Car à lui seul, il met en lumière l'influence du classement des meilleures ventes de Canal+. Les stations de radio, quand même, elles se basaient aussi sur le Top 50 pour faire leur programmation. Et les gens, ils entendent plus, alors ils ont plus cette envie de consommer l'artiste, et ils vont acheter le disque, et et voilà, de fil en aiguille, ça monte, ils vendent plus, alors ils gagnent des places dans le Top 50. Besoin de rien, envie
En 10 années d'existence, le duo n'a fait que des apparitions ponctuelles sur la scène des Stars 80. Les relations tendues entre Jean-Pierre Savelli et Chantal Richard ont inspiré des séquences cultes du film de Thomas Langman. Madame Sloan. Oh! Et voilà, c'est juste pour ça qu'elle est venue. Typique d'elle. Elle est complètement folle. Tu peux pas fermer ta gueule? T'es vraiment qu'une hystérique. Va te faire foutre. Pauvre conne. Sac à merde. Fausse blonde. Gros con. Mais arrêtez enfin! Mais vous êtes des psychopathes! Dans Star 80, le film, les deux producteurs dépensent beaucoup d'énergie pour que Gilbert Montagné fasse son grand retour sur scène. La fiction va devenir réalité puisque, comme dans le film, Gilbert Montagné retrouve son public au Stade de France. « 1984 est une année clé pour Gilbert Montagné. Celle où il renoue avec ce succès qu'il avait déjà connu en 1971. Au début des années 70, la France découvre ce pianiste virtuose qui chante en anglais. Il a 20 ans et vient de sortir un premier 45 tours qui va séduire les radios du monde entier. The Fool a été numéro 1 dans 12 pays au monde, ce qui nous a permis de voyager avec. Malgré son énorme succès, le musicien prend alors une décision surprenante. Mon influence à part la musique classique, moi, c'est la soul et le rock and roll, mais plutôt la soul music, plutôt chez les Noirs. Ma couleur préférée, quoi. En 74, sans prévenir personne, je fais une valise sans bruit et puis je prends mon avion tout seul. J'étais super fier de moi parce que j'avais réussi à aller au bout de mon idée, c'est-à-dire partir. Il y aura le jazz et la soul en Amérique du Nord et le retour à Paris avec Johnny Hallyday. Arrivent les années 80 et la difficulté de refaire un nouveau 45 tours. Il me disait, ouais, non mais Gilbert, je sais que t'as beaucoup de talent et tout, mais tu comprends, t'as rien vendu les années précédentes. C'est beaucoup plus difficile de réinstaller un artiste plutôt que d'installer un artiste. All right. Donc, c'était pas gagné, mais pas perdu non plus. Il part en Italie avec sous le bras des textes de Didier Barbelivien. Fin 83, on enregistre On va s'aimer et l'album qui suit. Un album avec une avalanche de tubes. Pour ça a été le vrai retour avec le public et depuis on s'est vraiment plus quitté jusque maintenant. J'ai la chance d'avoir des chansons qui sont transformées en standards. Avec ces tubes, Gilbert Montagné va être l'un des premiers artistes français à être diffusé dans les discothèques. Jusque-là, les disques jockeys ne mixaient que des tubes de dance anglaise. C'est génial quoi, d'avoir des gens qui dansent sur ta musique, c'est merveilleux, et qui ont envie de chanter. Comme depuis toujours, c'est le rituel des fins de concert. À part qu'aujourd'hui, les téléphones portables ont remplacé les signatures d'autographes. Où que l'on soit en France, c'est toujours la même histoire. La sortie de Julie Pietri déclenche systématiquement une petite hystérie.
Pour Julie, tout démarre par un premier tube au début des années 80. Maria Magdalena dansait dans tes bras. Un été, souviens-toi, du côté de Palma. Le cœur à fleur de peau, tu te dis pourquoi pas moi. En 1980, l'interprète de Maria Magdalena n'a qu'un prénom, Julie. Et donc, la première pochette est partie en s'appelant Julie Maria Magdalena. Et pendant des années, je me suis appelée Julie tout court. En 1983, pour donner un nouveau souffle à sa carrière, elle change de maison de disques. Et là, j'ai signé chez un ogre qui s'appelait Claude Carrère. Claude Carrère est le producteur à succès de Sheila. Il a alors l'idée d'un duo avec Herbert Léonard qui vient de signer un énorme succès, Pour le plaisir. Pour ce single, ils seront amoureux fous. Un très beau couple, même si c'était un couple que pour la chanson. Julie y croyait un petit peu moins. Elle n'était pas spécialement amoureuse d'Herbert Léonard. Donc, je me souviens d'une ou deux télés où je disais, regardez-vous quand même, parce que faut que les gens quand même y croient, quoi. Même si on sait que c'est peut-être pas la réalité, mais bon, il faut. Malgré le succès, Julie et son producteur Claude Carrère ne sont plus du tout amoureux fous. C'est après le duo amoureux fou de Julie et Herbert Léonard que ça s'est gâté. Parce qu'il a commencé à vouloir me faire des trucs un peu ringards. Peut-être que Claude lui a proposé des chansons et des textes qui n'étaient pas comme elle le souhaitait. J'ai commencé à chercher des équipes ailleurs pour gagner ma liberté et réapparaître sous mon véritable nom, Julie Pietri. C'est donc une chanteuse à un tantinet revancharde qui a la chance de retrouver un producteur pour enregistrer un 45 tours qui enfin va lui ressembler. J'ai voulu que ce morceau corresponde à mes racines, qui étaient donc en Algérie. Et ça correspond pour moi aussi à une libération personnelle, musicale, artistique, à mon idée du combat des femmes. Ève en musique, fille en délire, pour un enfant d'Afrique, a perdu le sourire. Ève en velours, chagrin d'amour, chemin du petit jour. On a sorti ça au mois de mars, je m'en souviens toute ma vie, le 16 mars. On se vautre pendant des mois, on refuse tout passage. Les grandes périphériques nous disent non. Mais la FM aussi, non. On a une idée avec mon producteur, c'est de sortir les premiers remixes et on balance ça dans toutes les discothèques de France. Fin août! Morceau sorti en mars. Des gens rentrant de vacances réclament ce morceau. Il y a une nana qui chante un truc qui s'appelle Ève, lève-toi, qui est tip top. On a dansé tout l'été. Début octobre, première au top 50. Je serai classée pendant 7 mois au top 50. Alors, seconde, troisième, cinquième, 10e, 12e, deuxième, 7 mois au top 50. Sur ces trésors. Avec Ève, lève-toi, Julie Pietri chantera une quarantaine de fois pour le petit écran. Que ce soit en direct ou en playback, les variétés sont populaires et font de l'audience. À l'époque, n'oubliez pas qu'un tube, c'était à la radio 4 fois par jour. Et en télé, il avait lundi Drucker, Star 90, ou il avait mercredi Sacrée Soirée, il avait vendredi Patrick Sabatier, samedi Patrick Sébastien, dimanche Jacques Martin. 5. Alors je peux vous dire que celui qui passe 3 à 4 fois dans le mois, automatiquement si le titre est bon, et qui passe en plus en radio, automatiquement c'est un tube. Le top 50, ça devient un outil pour les maisons de disques, c'est un véritable argument pour aller essayer de séduire le programmateur de Sacrée Soirée. À l'époque, moi je me faisais enguirlander par la direction quand je faisais pas 42% de ménagères, c'est-à-dire près de 50%, un téléspectateur sur 2 qui regardait, c'était 11 millions. Donc un artiste qui passait là, il était à peu près sûr le lendemain de vendre énorme. Jennifer Lopez, tu connais? Oui. Ah ouais. Pas bon, hein? Non, laisse tomber. Allez, hop, hop, hop. Confiant, laisse tomber.
Depuis 10 ans, il est de toutes les tournées des Stars 80. Dans ce bus, Christian Dingler a fait des milliers de kilomètres à travers toute la France pour célébrer les femmes libérées. Dans les tout premiers top 50, le morceau de Cookie Dingler va rester en tête du classement sans jamais atteindre la première place. Sa chanson, Femmes libérées, va avoir un écho formidable dans la société du milieu des années 80. C'est l'unique succès d'un groupe de rock de Strasbourg qui s'est laissé porter par le hasard et les rencontres. Cachette, c'est bien plus marrant, de la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, de la laisse pas. Moi, j'étais prof de tennis. Et puis la musique, c'était mon hobby, c'était mon passe-temps. C'était vraiment avec des copains. Et puis on jouait dans des boîtes les fins de semaine. En anglais, évidemment, puisqu'on faisait que de la musique anglaise. Et donc, on savait pas trop, donc on s'est dit, on va s'appeler Cookie Dingler. Première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Et puis après c'est l'histoire de Femmes libérées. Et ça, c'est une histoire absolument invraisemblable. Parce que j'ai une voisine du dessus, donc, qui est prof d'allemand, qui de temps en temps venait, descendait pour faire les chœurs avec nous quand on jouait chez moi autour de mon piano. Et qui dit cette phrase ah, vous chantez toujours en anglais, pourquoi vous chantez pas en français? Et je lui dis t'as qu'à faire une chanson. Et le lendemain, sur mon piano, un texte, l'original, celui que je chante. Joël Kopf avouera plus tard que ce texte est en partie autobiographique. Elle était alors convaincue que le morceau ne serait jamais joué. Dernière fois, tout entend. De la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. On joue le morceau dans nos clubs, comme d'habitude, et plus rien ne se passe de particulier. Et un producteur voit ça, il appelle et il me pose la question, est-ce que ça vous tente de faire un disque? Et du coup, ça nous fait beaucoup rire. Et puis en même temps, pourquoi pas, 45 tours, qu'est-ce qu'on risque? Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Mais c'est vrai que le disque a décollé de façon incroyable. Il est arrivé tout de suite en deuxième position du top 50. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile, non. Le plus souvent pour des raisons techniques, sur les plateaux de télévision, on demande aux chanteurs de jouer en playback. Ce qui est terrifiant, c'est que tout d'un coup, tout ce qu'on aime faire, on peut plus le faire. Faire de la musique live quand on sait la faire et quand on aime la faire. Le playback, c'est une aberration, il n'y a pas d'autre mot. C'est un métier de singe. En 86, moi, j'ai dit, j'arrête. On n'avait pas le droit de choisir nos morceaux, on n'avait pas le droit de choisir rien du tout. C'est la maison disque qui décidait. Et puis, j'en ai eu marre. Et je suis rentré. Cookie Dingler, avec la tournée des Stars 80, reprend cette carrière interrompue 30 ans plus tôt. Avec l'avènement du top 50, tous les moyens sont bons pour se faire remarquer. Une coupe de cheveux ou un maquillage peut faire gagner quelques places dans le classement des meilleures ventes. En 1984, les Français découvrent Jeanne Masse. Une voix puissante et des tenues très étudiées. Ciao a tutti, sempre la Uomo TV canale 55. En Italie, la Française se construit une renommée avec son travail de speakerine à la télévision. C'est à Rome qu'elle rencontre Romano Musumara, qui va être à l'origine des plus grands tubes des années 80. En fait, le look de Jeanne Masse s'inspire du punk. Elle se revendique de cette culture punk, sauf qu'elle en a fait de la variété. Donc elle arrive avec un look improbable, mais oui, parce que c'est le temps que le punk se démocratise et finalement ne soit plus punk, c'est quelque chose qui était digéré par la variété et ça a donné Jeanne Masse.
C'est toujours important le look. Je crois que lorsqu'on fait du spectacle, on a besoin des accessoires qui accompagnent ce spectacle. Quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les médias, on voit Lady Gaga, on voit que le look. Enfin, moi personnellement, j'ai été assez surprise, agréablement surprise par toute cette recherche qu'elle a dans ses vêtements et dans ses créations comme ça. Et je faisais exactement la même chose dans les années 80. Jeanne Masse et son look punk vont marquer durablement les années 80. Dans cette décennie de toutes les libertés, une autre chanteuse va subjuguer avec ses créations capillaires. Claudie Fritsch a d'abord été styliste avant de prendre le pseudonyme de Désirless. Avec sa coupe de cheveux en brosse et son look androgyne, elle devient un phénomène médiatique. Elle est très grande, elle avait des grands manteaux ou des grandes vestes, mais elle portait des chaussures de garçon. C'était quand même pas le moyen le plus simple de vendre des disques quand t'es une femme, hein. Ça marche mieux quand t'avais une petite robe, etc. Voyage, voyage. Là, on a une femme qui est vraiment différente, mais aussi peut-être que l'attention portée sur son look, ses cheveux, ça détourne du fait que c'est pas une petite poupée pop classique, c'est pas Lio avec ses petits sourires, etc. Et puis il y a quand même la force d'une chanson, hein. La chanson Voyage, voyage, c'est une magnifique chanson. Voyage, voyage. Voyage, voyage est le seul titre français des années 80 à être classé numéro 1 dans une dizaine de pays européens. Les années 80 sont aussi celles des coups marketing. Claude Carrère, le producteur de Sheila, a de l'instinct. C'est lui qui est à l'origine de succès étonnants comme Les bêtises de Sabine Paturel. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Ou celui de la sulfureuse Sophie Favier. Annie Marquand, collaboratrice de Claude Carrère, va déclencher un ouragan dans la principauté de Monaco. J'avais entendu dire que Stéphanie aimerait bien chanter. Cette chanson d'ouragan avait été proposée bien sûr à Jeanne Masse, comme tout ce que Moutsoumaras écrivait en premier. Et on a dit, peut-être que cette chanson, on peut peut-être la présenter à Stéphanie. Stéphanie a dit, oui, mais à Monaco, on est majeur à 21 ans. Parce que sinon, il fallait passer par tout l'arsenal de la Société des bains de mer, qui était compliqué, évidemment, parce que tout le monde s'en serait mêlé et elle voulait être indépendante. On l'a sortie quand elle a eu 21 ans. Quand on m'a dit que Stéphanie de Monaco allait chanter, j'ai dit oulala. Bon, il y avait une présentation qui a été faite par la maison de disques. Mais après, quand on écoutait le titre, c'était évident que c'était énorme, quoi. Et ça a été d'ailleurs un tube énorme, quoi. Elle formidable, la chanson formidable. Elle était jeune, elle était belle. Bon, elle avait un petit brin de voix sympathique, je veux dire. Et tout était possible à ce moment-là, cette époque-là. Bon, déjà, il y avait le côté un petit peu... Monaco, le rocher, ça fait rêver. Mais cela dit, elle avait le tube. Elle aurait, si elle n'avait pas eu le titre, mais elle avait Ouragan, c'est un énorme tube. Il y a quand même un petit peu le côté glamour qui fait rêver. Et c'est une princesse qui est en maillot de bain dans son clip. C'est quand même la plus jolie fille du Gotha. Les autres princesses européennes, elles sont beaucoup moins bien comparées à Stéphanie. Elle a un tout petit filet de voix. Bien sûr que les synthétiseurs ont permis à sa voix d'être juste. Bien sûr qu'il y a une autre fille derrière qui chante pour soutenir sa voix. Mais c'était quand même une bonne idée. Et là, je trouve qu'ils ont été assez forts, c'est que les paroles... Quelle jeune fille n'a pas été terrassée par un ouragan sentimental? C'était assez malin. Et Stéphanie Grimaldi, elle incarnait vraiment ça, ce côté un petit peu rebelle, super jolie et princesse, terriblement moderne et terriblement en phase avec les années 80.
La princesse et son ouragan resteront 10 semaines en tête du top 50. Dans la troupe des Stars 80, il y a le clan des Toulousains. Une famille d'artistes qui va prendre d'assaut les premières places du top 50. On parle alors du son de Toulouse. Le studio Condorcet, installé au cœur de la Ville Rose, arrive à rivaliser avec ceux de Paris, de Londres ou de New York. Pour un artiste, enregistrer chez Condorcet, c'est avoir le son idéal pour faire un tube dans les années 80. En 1984, Jean-Pierre Madère est le précurseur de cette vague toulousaine à succès. Je crois que le succès fait de rencontres. La première importante et fédératrice, ça a été dans le studio Condorcet. J'ai rencontré Richard Seff, qui avait d'ailleurs réalisé les premiers albums de Francis Cabrel. Pour tout reconstruire, je l'aime mourir. On a fait un premier album qui s'appelait Faux coupable. Faux coupable. Faux coupable. Et cet album ne rencontrera pas de succès. Je remplace mes basses par des sons de synthé, etc. Et j'arrive avec Disparu en 84. Je t'ai attendu des heures à l'ombre des arcades. J'avais des espèces de t-shirts un peu Yamamoto qui avaient coûté les yeux de la tête, qui ressemblaient à rien. J'ai essayé de trouver ma différence. Disparu, sans atteindre le sommet du classement, restera tout de même 12 semaines dans le top 50. Très rapidement, Jean-Pierre Madère prépare alors un second single. Avant Disparu, j'avais essayé de faire une chanson pour Philippe Laville. Et là, on le met un peu à la sauce Disparu. Il faut dire que dans les années 80, après Disparu, tout le monde me prenait un peu pour un génie. Et c'est vrai que j'avais tendance à le croire. Donc du coup, je me retrouve en studio avec tous les cuivres de Paris. Et ma référence, c'est Kid Creole. Bon, je leur fais répéter le riff. Pam, pa, la, 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 pam, pa, bam. Ça sonne un peu typique, évidemment. Et mon producteur, qui n'y connaissait rien à la musique, me dit, écoute, Jean-Pierre, on a accouché d'une souris. J'ai dit, comment on a accouché d'une souris? Il me dit, oui, c'est pas, ça fait vieux, ça. J'ai dit, comment ça? Moi, je préfère ta maquette, là, avec tes petits synthés. J'ai dit, mais non. Dans Disparu, il y avait le bandoneon, là, c'est les vrais cuivres. C'est une salsa électronique. À 7h du matin, ça passe sur RTL, il était debout. Il me dit, je viens d'entendre Macumba à la radio. On a accouché d'une souris. Et à ce moment-là, il me dit, il faut que tu partes à Londres, comme Dao, ils vont à Londres. Et là, j'ai cet instinct de survie. J'ai dit, mais si Dao, il va à Londres, il faut surtout pas y aller. On n'a qu'à aller en Italie. Et je déboule sur l'Adriatique à Rimini. Tout d'un coup, ils écoutent ma bande. Ils enlèvent les cuivres, on refait mes synthés, je joue avec eux. Et 3 jours après, je rentre par l'avion et on change dans les radios la nouvelle version. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba. Et quand je réécoute aujourd'hui l'ancienne version, je sais que ce producteur qui n'y connaissait rien à la musique, il avait raison, il avait du flair. Je pense que j'aurais pas fait le tube que j'ai fait si j'étais resté sur ma version. Je crois que ça aurait été un bide total. Et grâce à son instinct, j'ai pu remixer, faire quelque chose qui me ressemblait davantage. Macumba, elle danse tous les soirs au rythme des salsas. On fera un peu plus du million, quoi. Ça reste quand même une chanson, avec un texte un peu, voilà, on fera pas plus du million, mais on fait le million quand même. Et je serai jamais numéro 1 du top 50. Jean-Pierre Madère a ouvert la voie qui mène au sommet du top 50. D'autres Toulousains vont emprunter le même chemin. C'est ce que va faire Gold, un groupe qui jusque-là faisait les bals du samedi soir. Ils vont être repérés par les propriétaires du studio Condorcet. On avait la chance d'avoir ce studio qui était à la recherche d'artistes. Venait nous voir souvent dans nos petits concerts, voilà, dans nos salles des fêtes. Et les gens de ce studio étaient à l'affût de tout ce qui se passait dans la région.
On me fait écouter une chanson qui s'appelle Plus près des étoiles et ça correspond vraiment à Gold. C'est des chansons agréables à écouter et qui disent pas je t'aime, tu m'aimes, on va se marier, voilà. Un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent. Oubliez les rivages brûlants. Un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. Un peu plus près des étoiles va atteindre la seconde place du top 50 avec 900 000 singles vendus. C'est bien pour un début, c'était sympa. Et puis on a recommencé avec Capitaine Abandonné. Capitaine Abandonné sera le numéro 1 du top 50 pendant 5 semaines. C'est des chansons qui parlaient de grands espaces, d'aventures, et c'est les trucs qui nous branchaient bien, quoi, qu'on aimait bien mettre en musique. Bientôt, un autre groupe toulousain va battre tous les records. Dans la tournée Star 80, du Stade de France au Zénith, les démons de minuit du groupe Image résument à lui seul la folie des années 80. Juste un bar, éclair de trottoir, d'un néon rouge. Non, j'ai besoin de trouver quelqu'un, je peux pas dormir. Je cherche un peu de chaleur à mettre dans mon cœur. C'est vous! Comme pour Jean-Pierre Madère, comme pour le groupe Gold, tout commence au studio Condorcet à Toulouse. En 84, on a fait ce fameux groupe où on faisait des reprises dans la région toulousaine, qui s'appelait May, M-A-Y. Et après, on s'est dit quand même qu'on pourrait aussi nous faire comme Gold, Jean-Pierre Madère, enfin, les artistes qu'on connaissait bien de la région toulousaine. Donc on a composé une première chanson que l'on a proposée dans une maison de disques à Paris. Cette chanson, c'est Les démons de minuit. Grâce à Jean-Pierre Madère, on a obtenu un rendez-vous auprès d'une maison de disques parisienne qui nous a signé un contrat. Et voilà, la suite, vous la connaissez. Le producteur ne voulait pas qu'il y ait nos photos parce qu'on n'était pas du tout connus. Donc il a dit on va faire une pochette avec des images. Puis je trouve qu'on est beaucoup plus beau aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. Beaucoup plus beau. Parce que le moustache avec les locks, c'était pas top. On ne travaillait pas le look. Hein. Je me souviens que sur la pochette, il y a une femme nue, elle a juste des gants. Elle est quand même bien nue, tu vois. Ouais, bien, tu l'as pas remarqué, toi? Moi, j'ai souvent regardé la pochette. Nous, on avait espoir de pouvoir rentrer au top 50 avec cette chanson. On disait quand même, elle est sympa et tout, ben, bien sûr, on y croyait, mais pas au point d'en être numéro 1, de battre le record, d'en vendre des millions. Moi, je me rappelle notre première gala à Saint-Thérier-que-ça-Perche. On prenait l'autoroute, et à cette époque-là, il n'y avait pas de portable, de téléphone portable. On s'arrêtait aux cabines et on nous annonçait qu'on était numéro 1. Oui, parce qu'on avait le résultat du top 50 la veille. C'était pas truqué, le top 50, mais les résultats étaient connus la veille. 13 fois, on s'est arrêté, et la 14e fois, on a demandé, on ne nous l'a pas donné, parce que les gens étaient très déçus de la peur de nos contrariés, parce que là, on était second. C'était devenu un jeu, quoi. Avec des rythmes de 40 000 disques par jour, attention. On vendait beaucoup de disques. 40 000 singles par jour. Ils s'entraînent au bout de la nuit. Ils disaient sur Radio Énergie. Ils avaient fait le jingle aussi. On traîne au bout de la nuit les démons de minuit. Oh, vous me faites chanter comme ça, sans micro. Pour Énergie en 1986, la radio libre des quartiers populaires n'est plus qu'un souvenir. C'est désormais un groupe de médias qui gère un réseau national avec une force de frappe considérable. Énergie était la radio qui faisait vendre les disques, donc forcément, il était normal qu'une maison de disques croyait beaucoup dans un artiste ou dans un titre et nous le fasse savoir. Mais après, nous, on était libres de notre choix. Lorsqu'on reçoit une nouveauté, il faut la choisir. Parfois, on a raison, parfois on se trompe, bien entendu. Il y a eu partenaires particuliers. Je me rappelle de l'histoire parce qu'on me dit, y a ce groupe-là qui passe à Bordeaux. C'est un groupe local. Et moi, je suis curieux, je dis appelez le producteur.
j'écoute, je dis, c'est énorme, on le monte tout de suite à l'antenne. Ça, c'était formidable, quoi, de faire ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait, c'était un tube énorme. À la fin des années 80, les disques jockeys ne se contentent plus de jouer des disques. Ils les composent et les produisent. En 1988, William est DJ dans une discothèque d'Aix-en-Provence et Sacha est directeur d'antenne de Énergie Marseille. J'étais allé visiter la station de Énergie Marseille. Il venait faire un petit peu le tour des filiales et des radios en province. Et un jour, il est passé à la radio, j'avais une cassette de soirée de William. Et il y avait donc l'indicatif du club où William chantait. Et donc, je lui ai fait écouter. Et Max m'a dit, écoute, si vraiment tu le sors, si tu trouves une maison de disque... C'était Nuit de Folie. C'était Nuit de Folie. Si tu trouves une maison de disque, je te passe 10 fois par jour. Il m'a fait écouter le titre. Bon, j'avais écouté, j'ai dit oui, c'est bien, mais j'avais rien dit parce qu'il ne faut pas s'engager comme ça devant les... C'est très dur d'écouter une musique devant les ayants droit. Il vaut mieux écouter vraiment de façon beaucoup plus calme. Et quand j'ai reçu le disque, c'était tellement évident que c'était un gros tube populaire, je suis d'accord. Mais bon, pour moi, Énergie, c'était une radio populaire, quoi. Une radio grand public, quoi. Donc, et c'était énorme, quoi. Énorme. À la fin des années 80, Énergie et son réseau national est aussi puissante que les radios périphériques dont elle avait brisé le monopole 10 ans plus tôt. Je crois me souvenir qu'au début, vous aviez presque des petites soquettes blanches. Maintenant, vous avez des choses tout à fait impressionnantes là devant moi. Ah oui, c'est impressionnant aujourd'hui, mais c'est parce que j'attends un bébé, alors ça a pris de l'ampleur, sinon c'est pas du tout impressionnant, je vous assure. Vous venez de dire de manière tout à fait impudique que vous attendez un enfant. Pour vous, c'est très impudique, ça, mais je suis bien obligée de le dire parce qu'un beau jour, ça va se voir, donc... À la fin des années 80, la carrière de Lio semble marquer le pas. La Lolita transgressive du début de la décennie a grandi et elle veut désormais être une pop modèle. Elle était dans un creux de carrière que moi je trouvais personnellement pas très juste. Je suis arrivé chez Polydor, elle venait d'arriver, et c'était les brunes comme pas pour les prunes. Et j'ai adoré ça tout de suite. Quand j'ai entendu ça, je me dis, alors là, c'est carton. Et dans la maison de disques, tout le monde y a cru. Tout le monde. Franchement, il n'y a pas eu quelqu'un qui dit « Oh, oh. » Il y a eu ensuite « Fallait pas commencer ». Mes disques sont proches de moi parce que j'ai vraiment toujours fait exactement ce que je voulais. Et l'album Les Brunes, c'était une période très gaie. Un nouvel album à succès et un répertoire assez complet pour prendre d'assaut la scène de l'Olympia. L'Olympia, c'était un rêve absolu. J'étais tellement bien dans ma peau, j'étais enceinte, je me trouvais belle. Et elle était carrément en deux pièces, quoi. Pailletée avec une perlouse dans le nombril, un abattage, un culot, une provoque incroyable. Je me rappelle Paulette Cocatrix qui était complètement outrée. Elle me dit, mais quand même, elle peut pas se présenter comme ça. Et les gens sont venus, c'était très festif, c'était très pop. Très sincèrement, les attaques sur le fait que je sois enceinte et que je monte sur scène ne m'ont absolument pas touchée. Mais pas une demi-seconde. Moi, j'étais dans la joie. Quand on me disait que c'était mercantile, vraiment, c'était tellement loin de la vérité. Et ça ne m'a pas touchée du tout. Les brunes comptent pas pour des prunes. On a du caractère et dans nos artères, c'est du sang chaud qui coule. On la joue pas cool, attention aux brunes. Moi,
moi, je me sentais la queen que j'étais. C'était superbe. Et quand à ce moment-là, une amie, qui est une tireuse de cartes, m'annonce que ma révolution solaire est catastrophique et que je vais manger les pissenlits par la racine très très bientôt, je fais pouf et je hausse les yeux au ciel. Et en fait, c'est exactement ça qui s'est passé dans ma vie. Tout s'est écroulé. En 1989, avec la chute du mur de Berlin, c'est la fin de l'insouciance. Le monde devient plus inquiétant parce qu'incertain. Dans le monde de la musique, les galettes de vinyle sont désormais remplacées par le disque laser. La musique est désormais numérique. Bientôt, une chanson ne sera plus qu'une ligne sur un écran. Aujourd'hui, les Français n'ont jamais consommé autant de musique. Après 10 ans de tournée, les Stars 80 continuent de remplir les zéniths. 10 ans d'existence, 3 millions de spectateurs et aucun signe d'essoufflement. Thomas Langman a même réalisé la suite du film Stars 80. Comme dans le premier opus, on retrouve toute la troupe des Stars 80 encadrée par leurs 2 producteurs, toujours incarnés à l'écran par Richard Anconina et Patrick Timsit. Une comédie survitaminée dans le prolongement du phénomène. Et là, sur ce deuxième opus, je trouve le scénar vraiment pas mal. Anconina et Timsit, ça grippe vraiment pour en faire quelque chose. Là, je suis quand même curieuse de voir le résultat. Si le premier film retraçait la naissance de la tournée, dans ce nouvel épisode, les 2 producteurs sont confrontés à un problème de taille. Maurice a omis de payer 200 000 € à l'URSSAF, 200 000 € à la SACEM et 200 000 € au fisc. Avec les pénalités, on est autour du million. Bien sûr, 1 million. 1 million. Appelle Maurice. Star 80, c'est un immense carton. Comment vous avez pu le transformer en un immense fiasco? Un concert, t'as pas trouvé mieux comme plan de redressement? T'as autre chose à proposer, toi? Non, mais rembourser 1 million en un concert, mais pour remplir un stade. Une troupe en vacances à nouveau menacée de disparaître dans l'oubli. C'est le sujet de cette comédie qui repose également sur un nouveau personnage, interprété par Jean-Marc Généreux. Bien dormi les vedettes, vous êtes en forme? Je vous ai préparé une petite promenade de luxe, vous allez adorer. Mais si je comprends bien, les vacances c'est râpé. Non, tu te trompes Jean-Luc. Les vacances vont commencer. Bon, je vous demanderai pas d'atteindre mon level, mais je vais tout faire pour vous amener à un niveau correct pour des gens de votre âge. OK, les vieux? La sortie de Star 80, la suite, ne peut qu'amplifier le phénomène de cette tournée qui va bien au-delà de la nostalgie d'une époque. Dans les années 80, ces morceaux étaient des tubes. Ce sont désormais des standards intemporels. On essaie de nous faire dire « Ouais, mais c'est une tournée Remember, Remember. » Remember, je veux bien, ouais, Remember, sûrement pour certaines personnes. Et puis, c'est pas honteux de se rappeler les choses qu'on aimait quand on avait 17, 18 ans. Mais ceux qui, justement, ont 17 ans, ou même 14 ans, qu'est Remember? On a plus de mal à reprendre en chœur les chansons d'aujourd'hui parce qu'elles sont plus pointues, je dirais quelque part. Plus pointues. Taken my bows and my curtain call. On est comme des héros un peu maudits, comme Gatsby le Magnifique, par exemple, qui a connu les hauts et les bas d'une existence. Et les dernières phrases du livre, je trouve qu'elles nous correspondent complètement. Et c'est ainsi que nous nous débattons contre le courant, sans cesse ramenés vers notre passé. Et je trouve que cette fin de livre de Gatsby le Magnifique, qui a connu lui aussi la gloire et les descentes, nous correspond complètement. C'est joli de voir des vieux arbres faire encore des fruits. Et moi, je revis. Je crois que le public sent qu'on connaît notre chance et que c'est ça qu'on partage avec lui. C'est une époque, c'est notre succès, et c'est leurs souvenirs, et c'est les nôtres. Et ça, c'est du lien. Et c'est quelque chose de très humain et de très bon.
attiré par les émois, que des choses pas commerciales. On est une foule. Il faut voir